dire, c'est que je crois profondément à l'entrepreneuriat parce que ça change le monde. L'entrepreneuriat change le monde. Donc, plus on va travailler avec nos entrepreneurs, puis plus on va travailler sur la génération montante d'entrepreneurs, et plus c'est nous, dans chacune de nos régions, dans chacun de nos milieux, dans chacun de nos collèges, qui allons influencer comment on va changer le monde. Donc, vous voyez que je commence avec une grande vérité, là, mais je l'ai expérimenté, ça fait 25 ans. Et puis, c'est sûr que l'expérience la plus marquée que j'ai vécue, c'est la création de l'École d'entrepreneurship de Beauce et la création de ces 5 programmes de formation. Et je peux vous dire que quand un entrepreneur rentre à l'École d'entrepreneurship de Beauce, après 2 ans, il n'est plus le même entrepreneur et sa vision du monde et ce qu'il peut apporter au monde a changé, puis elle est nettement plus ambitieuse. Donc, quand on prend les entrepreneurs un à la fois et qu'on les amène à évoluer, puis à continuer d'avoir de l'ambition, puis à mettre leurs actions, à passer à l'action, nous, on influence, on change le monde à notre manière. Puis ce qu'on souhaite dans la vie, c'est que le monde entier, il porte nos valeurs, et puis il porte nos savoir-faire, puis nous permettent de développer nos régions, puis nos économies, puis de créer nos emplois. C'est ça qu'on souhaite. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Et donc, en agissant directement en entrepreneuriat et directement sur nos entrepreneurs, on amène au monde, on propose au monde qui on est. Et c'est assez... Puis c'est fondamentalement ça. Puis ce qui arrive de plus en plus, là, ça serait la première slide qui pourrait éventuellement apparaître, c'est que ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que le cycle de vie des entreprises diminue. Et je vais vous présenter des logos, mais prenons juste par exemple Uber et Netflix. Ce sont des entreprises qui changent notre façon de consommer au quotidien. Hein? La télévision, d'un côté, ou par exemple les services de taxi qui n'avaient pas évolué depuis bien longtemps. Ils sont venus changer, ébranler nos systèmes économiques, même économiques et politiques, et on les consomme au quotidien. Puis c'est sûr que c'est arrivé de quelque part sur la planète. On n'a à peu près pas de contrôle dessus. Et ça aurait très bien pu provenir du Québec, ces innovations-là. Nous aurions été capables de les proposer au monde. Avouez, on serait capable. Parce qu'il y a des choses qu'on a proposées au monde. M. Bouchard, Alain Bouchard, en faisant une incroyable intégration dans le domaine des dépanneurs, il a proposé la vision québécoise de M. Bouchard, qui vient du Saguenay, qui a vécu à Bécomo, qui habite à Laval. Il propose sa vision du monde. Et la beauté de ça, c'est qu'il fait un chiffre d'affaires qui est plus important que Coca-Cola. Monde. Et ben, c'est un petit gars de chez nous. T'sais. Donc, quand on travaille l'entrepreneuriat, on a l'opportunité de proposer au monde notre savoir-faire, qui on est. Puis ça ne prend pas 50 ans, parce que le cycle de vie des entreprises diminue. Puis Netflix, on ne le consommait pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'était pas chez nous déjà. Puis ça n'existait même pas. Apple, le téléphone, n'existait pas il y a 10 ans. Le téléphone qui a changé l'ensemble de notre façon de consommer. D'autres exemples, toutes sortes d'applications qu'on utilise maintenant au quotidien, ça n'existait pas. Mais c'est des jeunes qui les ont créées. C'est les jeunes qui les consomment en premier. C'est les jeunes, souvent, qui vont nous les proposer, qui vont même les proposer aux institutions dans lesquelles ils vont travailler. Et donc, quel grand privilège de travailler en entrepreneuriat et quel grand privilège de travailler en entrepreneuriat auprès des jeunes. Parce que c'est fort probable que ces jeunes-là que vous avez dans vos salles de cours ont la capacité de venir influencer comment on consomme les entreprises qui vont nous être utiles. Puis peut-être qu'ils ne créeront pas une entreprise, mais peut-être qu'ils vont créer 5 entreprises dans leur vie. Parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est supposé marcher la première fois. Puis tant mieux s'ils expérimentent l'entrepreneuriat à 19 ans puis que ça ne marche pas, parce que ça ne coûte rien. Tu perds peu de choses à 19 ans. Tu perds plus de choses à 35 quand ta maison est en garantie. Donc, on est privilégié de pouvoir changer le monde grâce à l'entrepreneuriat puis de travailler auprès des jeunes
parce que c'est eux qui vont créer les entreprises qu'on va consommer dans 5, 10 ans, 15 ans. Puis si on ne le fait pas, bien, il y a d'autres mondes qui vont venir nous proposer la façon de consommer nos choses. Donc, on a quand même du travail à faire pour travailler l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, les cycles de vie ont raccourci. Donc, et puis même, moi, ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas regardé ce qui se passait au niveau collégial. Puis même au niveau collégial, ce que j'observe, c'est que si on ne l'entretient pas, si on ne met pas des bûches dans le poêle, là, ça meurt. OK? Donc, imaginez qu'il faut qu'on en mette des bûches pour continuer que le feu soit ardent. Parce que si on cesse, ça recommence. Il faut repartir le feu, là. Il faut aller rechercher, c'est plus d'ouvrage. Et puis, on perd du temps. On perd du temps pour que nos jeunes, qui auraient peut-être une belle opportunité de créer, bien, ils puissent passer à l'action. Ils vont le faire plus tard, ils vont le faire à l'université, mais si on les allume au collégial, si on leur donne déjà... Si la graine est semée, bien, écoutez, après ça, ça va partir beaucoup plus vite, parce qu'avec tout ce qu'il y a dans l'écosystème, je vais vous montrer, bien, vous savez, dans l'écosystème universitaire et dans l'écosystème qui suit, avec toutes les ressources qu'il y a maintenant, on est vraiment capable de faire une différence sur une période de 5 à 10 ans auprès des jeunes qui ont vraiment des projets puis d'aboutir les entreprises. Ce qu'il y a de fascinant en plus en travaillant avec les jeunes, c'est que ce sont eux qui vont venir nous proposer des innovations à partir des valeurs qu'ils portent. Et on s'entend que les jeunes, moi je rencontre une gang de jeunes de 18-20 ans, puis j'ai une fille de 16 ans, fait que vous avez compris, une belle fille de 19. Donc c'est sûr que les valeurs qu'elles ont à nous proposer sont différentes des miennes. Elles sont très actuelles par rapport à ce qu'ils vivent, puis comment ils voient, c'est quoi leur vision du monde. Et donc les jeunes sont nettement plus pro-environnement. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans les garderies. Là, vous allez dire, tu as trop travaillé, mais ils ont grandi en collaboration. Et ils veulent entreprendre en collaboration. C'est nouveau. On n'a pas été élevés comme ça. Ils apprennent à... C'est plus des consommateurs. Oui, ils consomment beaucoup, là, mais je veux dire, ils vont faire attention au recyclage, ils vont faire attention au gaspillage. Hein, il y a toute une tendance autour du zéro déchet qui est portée par les jeunes. Donc, ils nous proposent par l'entrepreneuriat leurs valeurs qui vont être aussi les valeurs de l'avenir. Ils ont de la vision, autrement dit. Ils ont de l'ambition, puis ils ont de la vision qu'on n'a peut-être pas parce que on ne vit pas avec les mêmes ressources qu'eux. Bon. Là, si ça ne marche pas, là. Avec les flèches? OK, bon. Les chefs d'entreprise changent le monde. Bon. Donc là-dedans, il y a des entreprises qui existaient quand même depuis quelques années, mais la majorité sont des entreprises qu'on ne connaissait pas il y a de cela 5 ans. Et qui changent notre quotidien vraiment, puis le quotidien de toutes les générations. Donc tout ça pour dire qu'il faut continuer d'investir en entrepreneuriat parce que nous voulons proposer nos innovations au monde. Et ce que je vous disais, c'est que nos jeunes ont à proposer des nouvelles entreprises, mais ils sont beaucoup plus axés sur l'entrepreneuriat collectif, sur l'économie collaborative, ils vont entreprendre à plusieurs. Les femmes vont être plus actives en entrepreneuriat. En même temps, parce qu'ils sont plus habiles avec les technologies, ils ont aussi beaucoup plus à proposer au niveau du numérique. Ils ont une vision que les plus âgés n'ont pas de qu'est-ce qu'ils ont besoin de consommer. Évidemment, ils sont vraiment plus axés sur l'économie verte. Puis je vous en parle parce que ce que j'ai remarqué dans les collèges, c'est qu'il y a tout un défi d'idéologie. Gauche, droite, capitaliste, méchant, il ne faut pas faire de l'argent. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas parler d'entrepreneuriat. Parce que tout ça, là, on n'est pas du tout dans le capitalisme. Puis on est beaucoup plus à gauche dans une pensée, puis on est beaucoup plus dans une pensée de partage que dans une pensée capitaliste. Donc, cet argument-là, on va le mettre de côté tout de suite. Ce n'est pas une raison pour ne pas parler d'entrepreneuriat. Ça se peut, ultimement, qu'on souhaite faire des sous à créer une entreprise, parce qu'à un moment donné, ça prend des sous pour avoir
de l'ambition, mais c'est surtout pas une raison de ne pas faire d'entrepreneuriat, parce que de toute façon, les jeunes, ils vont innover là-dedans. Puis on en a besoin de ces innovations-là. Fait que jusqu'à date, ça va bien, la techno marche et on est parti. Fait que là, je vais vous proposer quelques statistiques parce que, comme je vous dis, je suis chanceuse. Les 10 ans de l'indice entrepreneurial ont été publiés mardi. J'ai créé cet indice-là en 2009 à la Fondation d'entrepreneurship. Je l'ai lâché parce que j'avais d'autres projets. Puis mardi, j'ai été invité à son 10 ans. Donc, on a une belle perspective sur toutes sortes de variables, puis voir comment ils ont évolué sur 10 ans. Puis ça, c'est quand même assez fascinant parce qu'on fait de l'entrepreneuriat quand même depuis plusieurs années, mais on n'avait pas tant d'indicateurs pour se mesurer. On est-tu bon, on n'est-tu pas bon? Ça donne-tu quelque chose? Où est-ce qu'on peut progresser? Mais cet indice-là, quand même, nous donne de belles pistes. Puis la beauté, c'est qu'il nous propose 4 indicateurs qui sont assez faciles à comprendre. Puis là, vous allez dire, on n'est pas niaiseux. On n'est pas niaiseux du tout. Non, mais vous avez à convaincre pas mal de monde, OK, pour faire de l'entrepreneuriat dans vos milieux. Et il faut que ça soit simple à expliquer. Hein, parce que si c'est trop complexe, là, il va y avoir d'autres priorités. Donc, facile, les indices, il y en a 4. Il y a des gens qui ont l'intention d'entreprendre. C'est la ligne orange. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 10 ans, c'est assez phénoménal comment les intentions d'entreprendre des Québécois ont progressé. Hein, on est passé à 7 7 ça veut dire que 7 de la population adulte qui a l'intention d'entreprendre, à 19,5 Aujourd'hui, au Québec, on arrondit à 20 des Québécois qui ont l'intention d'entreprendre au cours de leur vie. Ça, c'est fascinant. Ça veut dire que le foyer est quand même bien allumé. Okay? On a réussi à créer ça en 10 ans. Je vous disais tantôt, les cycles sont assez courts. On peut changer le monde en 10 ans. Donc, 19,5. Et vous voyez depuis 2012 quelle est la progression exceptionnelle des intentions. Et puis, remarquez bien ça, parce qu'après, je vais vous montrer la différence entre les diplômés universitaires et les autres. Et vous allez voir où il y a du travail à faire. OK? Donc, ligne bleue, démarche. Vous voyez une belle progression constante, mais une grosse progression constante dans ceux qui sont en train de créer une entreprise. Donc, les gens qui ont l'intention, bon, ils peuvent commencer à être sensibles à l'entrepreneuriat sur les bancs d'école, mais ils peuvent aussi passer en démarche de création. Genre, plein d'initiatives qui nous disent qui accompagnent les gens en démarche. Et de 2,8 à 9 c'est quand même phénoménal. Il y a plus de clients, là, aussi, ça veut dire. C'est pas juste on a réussi, là, mais ça veut dire qu'il y a de l'achalandage. C'est assez fascinant parce que quand j'écoute ce qui se passe au niveau collégial, j'ai l'impression que c'est les clients qui poussent le système. Fait que là, c'est un beau privilège, ça, quand les clients cognent à la porte, mais là, il faut qu'il se passe quelque chose au-delà de... Il faut ouvrir la porte. Ce qu'on remarque, la ligne verte, c'est le pourcentage de propriétaires d'entreprises au Québec. C'est assez stable, mais même c'est en régression. On peut dire que c'est de 7 en 10 ans à 6,3 C'est normal. On est en période où le baby-boom qu'on a connu à un moment donné, bien, les gens prennent leur retraite. Fait qu'il y a un problème de relève d'entreprise. Si vous n'avez pas entendu parler du problème de relève d'entreprise, étiez-vous? Hein? Où étiez-vous? OK? Où étiez-vous? Il y a un problème de relève d'entreprise et il y a des entreprises qui vont fermer parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à relever. Puis il y a quand même dans le marché une consolidation des entreprises qui est aussi souhaitable parce que ça fait, passons à Couche-Tard, bien, Couche-Tard a consolidé, puis je pense que c'était quand même une bonne stratégie. Donc, on ne panique pas avec cette statistique-là, mais ça veut dire quand même que faut continuer faut continuer d'avoir de nouvelles initiatives qui vont venir combler. Il y a des services qui sont peut-être moins bien rendus ou plus rendus dans certaines régions. Donc, il faut quand même qu'il y ait des jeunes qui prennent le relais. Et l'autre ligne qui est quand même à considérer, c'est sûr que ça va ensemble, c'est celle des fermetures. Fait que quand même une bonne croissance des fermetures. Il y a deux discours en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va bien, puis l'entrepreneuriat va mal. Bon, ça, c'est ça. Ça a toujours été ça, mais ça s'explique comme ça. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus l'intention d'entreprendre. Ils passent à l'action de plus en plus, mais parallèlement, on est dans un marché où il y a des gens qui sortent de l'entrepreneuriat parce qu'ils vont prendre leur retraite.
Mais en même temps, s'il y a plus de monde qui essaie l'entrepreneuriat, il y a plus de monde qui vont échouer aussi. Fait que, tu sais, ça crée un mouvement, puis c'est parfait, c'est sain. Dans d'autres provinces du Canada, quand tu as échoué ou quand tu as essayé puis ça n'a pas marché, c'est valorisé. Fait que là, il faut comme dire, on vit avec ça, là. Si on ne le laissait pas, on ne le saura pas. Puis de toute façon, quand le jeune ou le moins jeune essaie l'entrepreneuriat, expérimente quelque chose, déjà, il apprend c'est quoi diriger ou essayer de faire bouger un projet. Ça va être un bon employé. Il va comprendre un peu mieux son patron, en tout cas. Ça, c'est sûr. Puis deuxièmement, il n'y en a pas de problème. Économiquement, le Québec a quand même presque jamais aussi bien été. C'est peut-être pas égal dans toutes les régions, mais j'expérimente l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas, je vais me trouver un emploi. Les jeunes, ils ont quand même cette sécurité là qui les habite. S'ils cherchent un emploi, ils vont s'en trouver un. S'ils n'en trouvent pas à Montréal, bien, ils déménagent en Beauce, ils vont être embauchés demain matin. Okay? Et la beauté de l'affaire, c'est que c'est peut-être aussi ce qui donne un peu plus le goût d'entreprendre aux gens, c'est que je le sais que j'ai un filet de sécurité. Si ça ne fonctionne pas, je vais retourner en emploi. Puis il y a les études démontrent que les gens vont peut-être changer entre 5 et 6 fois d'emploi dans leur parcours. Donc, et les intentions d'entreprendre augmentent. Donc, les jeunes que vous avez sur les bancs d'école au collégial, ils n'auront plus un emploi à vie. Oubliez ça. Il est bien possible qu'ils expérimentent l'entrepreneuriat à quelque part dans leur parcours. En fait, on veut qu'ils l'expérimentent. Donc, la question à se poser, est-ce qu'on répond à la demande? Et est-ce que tous les enseignants, par exemple, sont conscientisés sur le fait que il y a quasiment, vous allez voir, il y a quasiment 40 % des jeunes qui ont l'intention d'entreprendre. Ça veut dire que si tu as juste un discours d'emploi à vie, emploi, déjà, tu n'es même plus dans le game. Les jeunes, ils ne pensent plus comme ça. Ils veulent entreprendre, essayer, avoir pas un emploi, mais plusieurs. Fait que, oui. Est-ce qu'on va avoir accès à ta présentation après? Oui, absolument. Absolument. Et sérieusement, je vous recommande d'aller sur le site de l'indice entrepreneurial. Déjà, vous allez avoir ces stats-là. Puis je pense que ça, c'est à faire circuler dans chacun de vos milieux, là. C'est assez intéressant. Vous allez voir que c'est encore plus intéressant dans ce qui suit. Si on prend juste les jeunes, là, la génération Y, les 18-35 ans, regardez ce qui s'est passé chez les jeunes dans les 10 dernières années. Les jeunes, c'est la ligne orange foncée, là. Puis l'indicateur ici, c'est le taux d'intention d'entreprendre. Okay? Le taux d'intention d'entreprendre chez les 18-35 ans, actuellement au Québec, il est de 36,9 %. Ça veut dire que sur 10 élèves, il y en a 4 qui ont l'intention d'entreprendre. Puis cette intention d'entreprendre-là, généralement, dans la majorité, elle a été semée dans un délai à peu près dans 3 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont l'intention d'entreprendre en 2018, là, cette grande projection-là, ça s'est peut-être germé en 2015, 2016, 2017. Donc, on est dans des cycles très, très courts, mais c'est phénoménal que 4 jeunes sur 10 ont l'intention d'entreprendre. Et la majorité de la population, bien, c'est 20 %. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire non plus que l'entrepreneuriat, c'est anecdotique, c'est pas important, c'est pourquoi qu'on parlerait de ça? Bien, excuse, là, mais c'est 20 % de la population qui trouve qu'ils ont l'intention d'entreprendre. On fait quoi là, pour l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on répond à la demande, puis comment on y répond? Puis les jeunes, bien, c'est assez phénoménal. La stat suivante, c'est, mettons qu'on prend juste ceux qui ont un diplôme universitaire, puis on les compare à ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire. Bien voilà la situation qu'on constate. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, bon, c'est bon. Oui. Ça baisse. En fait, depuis, on est au même niveau que 2013, ou à peu près, en termes d'intention d'entreprendre chez les gens qui
qui ont une éducation préuniversitaire. Alors que pendant la même période, ça a presque doublé dans le milieu universitaire. Doublé, là. En 2013, si on posait la question aux gens qui étaient diplômés universitaires, il y en avait 15 qui avaient l'intention d'entreprendre, puis aujourd'hui, c'est le double. Fait qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose en entrepreneuriat dans le milieu universitaire. En tout cas, la piste que ça me donne, moi, c'est ça. Puis il s'est peut-être pas assez passé. Il y a peut-être le collégial ou même le secondaire qui a stagné en entrepreneuriat ou qui n'a pas suivi. Donc, les défis que vous avez au quotidien, là, à trouver les moyens financiers pour avancer, à convaincre vos directions, à venir ici puis à être remboursé pour, là, ben, vous voyez qu'ils ont une conséquence directe sur l'économie du Québec actuellement. Écoute, une conséquence directe sur l'économie du Québec. Vous avez, dans 3 slides, tous les arguments pour les rationnels qui prennent des décisions rationnelles, puis pour les émotifs qui vont se dire « Voyons donc comment ça qu'on n'a pas mis d'argent dans le cégep. » On est en train de l'échapper là, à quelque part, là, sérieusement. Moi, j'ai aucun problème à aller m'asseoir en avant du ministre de l'Éducation pour lui dire « Réveillez-vous, là, tu sais. » C'est phénoménal. Wake up. Puis, écoutez, gars, on peut se dire que c'est anecdotique, c'est les intentions, ils ne passeront pas à l'action, fait que c'est pas vraiment ça. Mais quand on regarde ceux qui sont en train de créer une entreprise actuellement, qui créent une entreprise, qui sont en démarche, bien, on a la même situation, exactement la même situation. Fait que les diplômés du collégial ont moins l'intention d'entreprendre, puis les diplômés du collégial sont moins en démarche d'entreprise. Pourtant, quand on sort avec une technique ou ou même quand on abandonne l'école ou quand on sort avec un secondaire 5, écoutez, entreprendre, c'est une vraie belle façon de bien gagner sa vie. Bon, là, on peut se dire oui, mais, parce que tout le monde, oui, mais, chapeau rouge, chapeau vert. Oui, mais l'emploi va bien. C'est vrai. L'emploi va bien, donc les diplômés, même les gens moins scolarisés, ont accès, peut-être depuis longtemps, pour une première fois, à des emplois un peu plus intéressants. OK, c'est vrai. Tant mieux, là. On ne peut pas dire que c'est plate que les gens se trouvent des emplois. Sauf qu'il faut continuer d'entretenir la flamme entrepreneuriale. Parce que là, ce que les gens vont se dire, c'est facile d'avoir un emploi. On va laisser faire l'entrepreneuriat. C'est pas intéressant. On va aller travailler pour les autres. Donc, voilà quand même quelques arguments de poids pour se dire que le préuniversitaire a besoin de faire quelque chose de majeur en entrepreneuriat pour répondre à la demande. D'autant plus que quand on regarde ce qui s'est passé d'important dans le milieu collégial, puis là, je ne veux pas blesser personne, puis je ne sais pas tout, puis je m'excuse à l'avance, OK? Mais il y a c'est quand même par les clubs entrepreneurs étudiants que c'est resté bien vivant dans tous les collèges, l'entrepreneuriat. Tu sais, s'il y a quelque chose qui a été stable dans les 20 dernières années, là, depuis que Micheline Loca a créé les clubs, c'est ça. Non, mais tu sais, vous avez une business, vous avez des clients qui veulent entreprendre, puis là, c'est comment ça qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat dans toutes les écoles, dans tous les collèges au Québec, tu sais? C'est ma question, là, tu sais. D'autant plus que ça commence à être stratégique pour le Québec parce qu'on fait bien des affaires, là, au niveau des compétences transversales, au secondaire, au primaire. Le trait d'union, c'est le collégial, là. Donc, y a-tu un trou là? On est-tu en train d'échapper le ballon de l'entrepreneuriat collégial? Puis après ça, oups, les universités, ils ont réussi à chercher bien du financement du privé pour faire de l'entrepreneuriat. Puis ça fonctionne. Là. Regardez la ligne, là. Ça fonctionne vraiment. Pourtant, au collégial, on donne beaucoup de cours qui conduisent au marché du travail, en technique, tout ça. Donc, ça devrait être plus élevé. Ça devrait être élevé. Cette courbe-là a besoin de changer dans les prochaines années. Oui? Moi, c'est juste un commentaire, c'est pas une question. Est-ce que ça ne veut pas dire que les jeunes en préuniversitaire sont juste en train de donner priorité aux études universitaires, de retarder leur intention d'entreprendre, tout simplement? Non, parce qu'ils pourraient dire, moi, j'ai l'intention d'entreprendre.
J'ai 16 ans, j'ai l'intention d'entreprendre. Donc, au cégep, je vais choisir ce qui va me donner les outils pour continuer d'alimenter mon intention et mes compétences. Puis, je vais être encore mieux équipée quand je vais arriver à l'université pour vraiment avoir un projet que je vais mettre de l'avant. Donc, au contraire, il faut que ça soit la même chose pour les jeunes. Oui. Je regarde ce qui est au tableau sur l'utilité des études. Et je regarde les objectifs à l'université et les objectifs des programmes de niveau collégial. Et je pense qu'il faut tenir en compte cela pour dire, pour comparer ce qui peut être utile pour démarrer une entreprise par rapport aux objectifs que le réseau collégial doit poursuivre par les programmes qu'il offre. Et il me semble aller de soi qu'on est plus près, quand on est rendu à l'université, d'objectifs qui se rapprochent d'entreprises que ceux qu'on défend dans des formations générales et même techniques au niveau collégial. J'hésite quand je regarde ça et je regarde quels sont les objectifs qu'on poursuit, qu'on nous demande de poursuivre dans nos programmes, d'une part, en formation préuniversitaire ou technique, et les compétences, d'acquérir des compétences pour démarrer une entreprise. C'est le questionnement qui me vient en vous écoutant, là. C'est vraiment... Monsieur, si vous permettez, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Premièrement, Mme Riverain, je suis content de vous avoir aujourd'hui. J'ai fait un atelier dans les 2 derniers jours avec des étudiants gestion de commerce 3e année, auprès de 40 étudiants. L'atelier était bien simple. Ils devaient analyser l'article qui est sorti sur la presse, l'article portant sur votre étude. Et puis, les étudiants ont travaillé. Je leur demandais de sortir les faits saillants de l'article et puis quels étaient les impacts sur l'économie au Québec. Ce que vous affirmez, monsieur, effectivement, les étudiants ont ressorti qu'eux autres, leur compréhension, c'est que davantage qu'ils poursuivaient leur étude, davantage ils étaient plus solides à affronter le marché, puis au niveau entrepreneurial, que leur niveau d'entrepreneuriat, ça les consolidait au niveau personnel. C'est pas scientifique. J'avais 2 groupes de 25 étudiants, mais effectivement, monsieur, c'est ce que les étudiants m'ont témoigné, comme de quoi que s'ils poursuivaient à l'université, qu'ils allaient être plus solides pour affronter les différents marchés. C'est une petite précision, mais je tenais à vous partager. Écoutez, je suis d'accord, c'est tout à fait d'accord. Mais quand on regarde les propriétaires d'entreprises au Québec, là, les grands succès sont souvent d'entrepreneurs qui ne sont pas à l'université. C'est récent, le phénomène des entrepreneurs universitaires. Okay? C'est très récent. La courbe, vous la voyez comme moi, là. Elle a explosé à partir de 2012. Donc, c'est récent. Puis même, il y en a beaucoup qui sont... mettons qu'on revient au fondamental de ce qu'est un entrepreneur, là. C'est fondamentalement un rebelle. Un rebelle, un indomptable, il n'est pas bien sur les bancs d'école. Il faut lui montrer à l'entrepreneuriat d'une autre façon. Il faut le mettre en action. Il faut qu'il travaille sur un projet concret. Donc, sachant que ça, c'est notre personnage, là, à capter et à garder le plus longtemps ses bancs d'école, parce que c'est sûr que s'il reste jusqu'à l'université, il va être un meilleur entrepreneur. Il va être moins parti en fou là, à essayer. Sauf que cela ne veut pas dire que le cégep ne devrait pas être un lieu pour essayer au moins de le garder le plus longtemps possible, puis de l'éveiller le plus longtemps, de la meilleure façon possible à l'entrepreneuriat. D'ailleurs... deux petites remarques techniques là, pour faire suite à ce que vous avez dit. D'abord, dans les diplômés universitaires, on a des diplômés préuniversitaires du collégial qui ne sont pas destinés au marché du travail, qui sont destinés à continuer à l'université. Ça, c'est un diplômé sur 2. Dans les programmes techniques, il y en a beaucoup qui auraient le goût, mais comme on a dit tantôt, les compétences ne vont pas dans ce sens-là parce que les programmes d'études au collégial prennent 10 ans et plus à être redéfinis et lorsqu'ils le sont, ils sont déjà désuets tellement c'est long. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Alors, les compétences entrepreneuriales ne sont pas là du tout dans plusieurs programmes, même dans les techniques administratives. Alors, ça, c'est un obstacle. Maintenant, ce que je remarque dans le discours, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu un investissement massif de plusieurs centaines de millions de dollars pour encourager l'entrepreneuriat dans les universités, et ça a fonctionné.
Alors, on attend l'investissement massif au niveau collégial pour être capable de stimuler l'entrepreneuriat, particulièrement auprès des diplômés du secteur technique qui en auraient bien besoin. Exact. Fait que ça fait quand même un bon pont entre ça et la suite de ce que je voulais vous présenter parce que je veux vous raconter la création de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est mon bébé. Je veux dire, après ma fille, c'est l'école. OK. Mais parce que on a créé cette école-là avec toutes les conditions favorables. Puis là, vous allez me dire, t'es donc bien baveuse. T'sais. Mais ça va me permettre de vous les exposer. Et après ça, j'ai quand même fait un petit travail pour vous dire, mettons que je fais des petits schémas autour des conditions gagnantes qui, selon moi, ont fait l'École d'entrepreneurship. Donc, vous outillez pour dire, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, puis où est-ce qu'il y a le travail à faire. Fait que mon objectif, c'est de vous outiller, pas vous baver, là, mais quand même. Premièrement, des entrepreneurs constatent un problème de société, c'est-à-dire le problème de la relève d'entreprise. Puis ça, c'est des entrepreneurs beaucerons, parce qu'ils le vivent. Puis parce que c'est des entrepreneurs, bien, ils se disent, il y a sûrement une solution au problème qu'on vit. Okay? Donc, Marc Dutil, un beau jour, débarque dans mon bureau parce que je fais de la recherche, puis j'écris pour influencer l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et il me dit, écoute, on aurait l'idée de créer une école pour les entrepreneurs. Wow, moi, c'est une bonne idée. J'ai été prof à l'université en entrepreneuriat, gestion des PME au tournant des années 2000. J'ai pas collé dans le milieu universitaire, je me sentais pas bien là. Puis, on n'était pas capable d'avoir des étudiants en entrepreneurship. On les cherchait dans les couloirs, ils sont où, ils vont se souvenir à nos cours. Écoutez, c'était dur d'avoir des étudiants en entrepreneurship. Puis, il n'y avait pas d'hommes d'affaires qui venaient étudier l'entrepreneurship non plus. Je veux dire, fait que, je dis, OK, le projet m'intéresse. Mais j'ai aucune idée de comment faire ça. Je sais pas par où on va faire ça. Mais donc, premièrement, un leader, quand même Marc Dutil, un leader d'une communauté, qui lève sa main puis qui dit « on y va ». Deuxièmement, il me dit « écoute, je vais te donner accès à mon réseau au complet ». J'ai dit « OK, on va créer une école, mais là, il faut que je rencontre des entrepreneurs. On va y aller de façon qualitative. On va s'asseoir avec des chefs d'entreprise puis on va leur demander « reviendrais-tu à l'école? Dans quelle école tu voudrais revenir? » Bon. Oui, fait que c'est ça qu'on a fait. Donc, Marc Dutil m'ouvre son carnet d'adresse, fait que je vais rencontrer tous les beaucerons, Michel Gendreau de Caraga. Bon, là, je peux faire du name dropping comme ça. J'ai rencontré tout le Québécois avec ça. Marcel Dutil, le père, celui qui a créé Canam, m'ouvre son carnet d'adresse à son tour. Fait que je vais m'asseoir avec Jean Coutu, avec Laurent Baudouin. Puis je peux encore une fois vous dire que je peux faire du name dropping parce que Charles Sirois, écoutez, on a commencé par rencontrer 75 des plus grands entrepreneurs du Québec pendant au moins des entrevues d'1 heure et demie à 3 heures. Puis là, à chaque fois que je m'assoyais devant eux, je leur demandais « Bon, mais Marc me donnait le mandat de créer une école pour les entrepreneurs, OK. Est-ce que vous retournez à l'école? Est-ce que vous pourriez revenir à l'école? » Jamais je retourne à l'école. OK, bon. Jamais. OK. Oui, mais avez-vous étudié, tu sais? Marcel Dutil, non, moi j'arrête à secondaire 5. Puis là, tu m'en écoutes, là, Jean Coutu, Boyen. Laurent Baudouin a fait un bac en comptabilité. Mais ça, c'est pour dire qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient allés à l'école. Et donc, il y avait tous une appréhension négative par rapport à cette école-là dès le départ. Et là, imaginez le mandat. Je fais le tour du Québec, ils me disent tout, on ne veut pas retourner à l'école. Je retourne à Max, je fais comme, OK, non, faut qu'on trouve quelque chose d'intelligent à dire. Fait, on pose la question, mais vous saviez pas tout en démarrant. Ah non, je savais rien. T'sais. OK, donc comment vous avez appris? Fait que là, ils nous ont raconté leur histoire de vie, puis pour identifier ce sur quoi ils étaient très, très forts. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il avait appris sur le tas. Bon, sur le tas, c'est quoi sur le tas? C'est essai-erreur. Mais qu'est-ce que vous avez appris de significatif? Fait qu'on est allé essayer de construire comment il s'était construit, reconstruire, puis d'essayer à travers ça de comprendre qu'est-ce qui leur faisait peur dans l'école.
Qu'est-ce qu'ils rejetaient tant pour ne pas y retourner? Bon. Finalement, c'était beaucoup une question de dialectique. Là, il disait, moi, je ne suis pas bien sur les bancs d'école, je ne suis pas capable d'écouter un cours, je ne suis pas capable d'écouter un prof qui ne l'a jamais fait. Bon, OK, mais ça, c'est la liste. Tu ne me feras pas passer d'examen à l'âge où je suis rendue, Fait que rejet de l'évaluation. Puis, ça ne me dérange pas d'avoir de diplôme. C'est pas important pour moi, le diplôme. Ce qui est important, c'est les résultats, donc, OK, dans ma liste d'affaires à mettre de côté, c'est diplôme. Pas important. Okay? On continue. Là, il dit, tu ne me mettras pas un prof avec de la théorie parce que j'en ai pas besoin de la théorie. La théorie, c'est le passé. C'est l'agrégation de ce qui s'est fait avant. Mais moi, en entrepreneuriat, je crée ce qui s'en vient. Fait que j'ai pas tant que ça besoin du passé. Là. Moi, je veux des outils pour prédire le futur puis construire le futur. Bon, OK, théorie, on enlève ça. Puis là, quand on disait pédagogie, il n'aimait pas ça. Fait que, écoutez, au bout du compte, il voulait retourner à l'école, mais il fallait pas qu'il y ait de prof, pas d'examen, pas de théorie, pas de cours, écoutez, puis pas de diplôme. On réinvente l'école. OK? Il est apprêt à garder le nom école. École, ça passe encore. OK? Non, mais c'est réellement ça qui est arrivé. Fait qu'il voulait pas de prof. Non plus, pas de prof. Donc, on s'est dit, OK, mais vous aimez apprendre. Ben oui, c'est ça, j'apprends à chaque jour. OK, vous apprenez comment? Ben, je demande à mes collègues. J'ai un mentor. Je lis des livres. Mais j'ai pas appris des profs. Donc, on a créé... Donc, avec ça, on s'est dit, OK, on va créer ça. Dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est super important. OK? Donc, on change les mots, puis on change l'environnement, puis on change la façon d'enseigner. Puis il n'y aura pas de prof. Ce qu'ils veulent, c'est avoir les meilleures pratiques des autres entrepreneurs. Fait qu'on va retourner voir, puis on va nous dire, ce qu'on a compris, c'est qu'on veut que vous soyez prof pour d'autres, puis que d'autres soient profs pour vous. Tu sais? Le E2E, là, c'est ça qu'on dit, là. C'est ça qu'on... Donc, voulez-vous revenir enseigner chez nous? Okay. Fait que là, après ça, notre job de pédagogue, parce qu'en même temps, on est une équipe à créer une école, un programme. Imaginez le défi, là. Je ne sais pas tout ce qu'ils vont dire, mais il faut que je vende un programme à 55 000 $ pour 2 ans, parce que sinon, on n'est pas capable de faire vivre l'école. Okay? Donc, c'était quand même faisable. Fait qu'on est allé chercher l'expérience de chacun des entrepreneurs, celles qui avaient été significatives, qui les avaient permis de se construire. Puis on a toutes fait, on avait la liste. Bon, Laurent Baudouin, il est fort en ça. Vision internationale. Lui, il crée ses secteurs d'activité. Jean Coutu, c'est fort avec les clients. Donc, ça vient d'où? On trouve de tout, même un ami chez Jean Coutu. Comment il a construit ça pour être si proche des gens, puis que les gens aillent le voir. Ils pensent qu'ils vont voir Jean Coutu quand ils vont chez Jean Coutu. OK, on le met dans le client. On rencontre un autre entrepreneur, Marc, très fort en communication. OK, il se démarque en communication. On finit par réussir à se dire, ça fait un tout, ça fait un programme. Là. C'est la somme des expériences coordonnées qui va nous donner le programme de cours. Donc, et puis là, ça, c'était le défi numéro 1. Mais tout ça pour dire qu'on est allé chercher la matière chez les entrepreneurs, puis ils ont accepté de nous donner du temps. Gratuitement. Fait que, tu sais, on parle tantôt de l'Université de Montréal avec ses millions. Les entrepreneurs sont disponibles pour l'entrepreneuriat dans vos régions. Ça, c'est sûr. Puis si on fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, ils vont savoir encore plus comment vous aider puis vous accompagner si vous avez besoin d'aide dans vos collèges. Ça, c'est sûr. Fait que je finis avec l'école d'entrepreneurship parce qu'on a un entrepreneur qui nous ouvre son réseau. On a accès à du contenu qui est le plus pertinent possible, parce que c'est celui des grands entrepreneurs à succès du Québec. On réussit à faire une structure de cours, à packager un programme à 55 000 par année pour 2 ans. Ça ne s'était jamais fait, vendre un programme de formation à ce prix-là. Mais des fois, on pense que parce que c'est gratuit, c'est meilleur. Puis je sais que dans la dynamique scolaire, quand vous diplômez, vous êtes remboursé. En tout cas, il y a des écoles qui fonctionnent de même, là. Mais ils n'en veulent pas de diplôme. Bon, ça reste un problème, mais
Donc, des fois, quand tu charges le bon prix puis que tu offres le bon produit, il y a du monde qui sont prêts à payer pour ça. En tout cas, les entrepreneurs sont prêts à payer pour ça. C'est quand même une autre barrière culturelle qu'on doit, comme institution, peut-être mettre de côté. Il y a un prix pour toute chose, puis du contenu pertinent, ça va être payé. Mais là, après ça, Marc remobilise le réseau, on trouve de l'argent. On ramasse 5 000, 10 000, 25 000. Le plus gros montant qu'on a eu en partant, c'était 50 000. On a ramassé 3 millions pour financer une école. Il fallait construire un lieu. Hein? Tout le monde a contribué, tout le monde de la communauté de la Beauce a contribué. Il y en a un qui a donné des portes, des fenêtres, du tapis. Encore une fois, c'est comment vous êtes mobilisés dans votre région, puis comment vous pouvez aller chercher de l'aide. Des petits montants, des fois des gros montants, ça peut faire quelque chose qui fait une différence importante. Puis quand le projet a commencé à avoir de l'allure, les ministères sont venus nous voir. Nous dire, on irait peut-être faire une petite annonce dans votre coin, on aurait peut-être 1 million à vous donner. Wow! Okay, des fois, quand tu changes la façon de faire les choses, les gens vont se coller à ce qui est positif. C'est M. Gignac qui était là, je l'ai rencontré cette semaine à l'Indice. Il s'en rappelait. Ah oui, on est allé chez vous faire une annonce. Ben oui, je sais. Vous vouliez mettre l'entrepreneuriat sur la map, on avait un beau projet, c'est un plateau d'argent, puis vous êtes... on l'a pris le million. Puis tu sais, des fois, c'est compliqué aller chercher de l'argent du gouvernement. Nous, on était libres de créer. On créait quelque chose de scratch, puis on n'avait pas de contraintes institutionnelles. C'est pour ça que je trouve que vous êtes exceptionnel de pousser l'entrepreneuriat dans des environnements variés, avec des contraintes, toutes sortes de contraintes. Là. Moi, ma plus grosse contrainte que j'ai eue, là, je sais que je vais vous peut-être... C'est que quand on a acheté l'auberge, elle venait avec du personnel syndiqué. OK? 1 an et demi plus tard, il était désyndiqué. Puis, fait que, non, mais je veux dire, en termes de contraintes, de choses sur lesquelles je n'avais pas trop de pouvoir de tout réinventer, ça, c'en était une. Bon. Réseau, argent. Finalement, l'institution, pas de barrière pour créer ce que le client avait besoin. Et ça a donné un... Après ça, l'équipe, ça veut dire qu'il nous avait dit qu'il ne voulait pas de prof. Bien, j'ai jamais embauché de prof. J'ai embauché des gens qui avaient un talent différent pour arriver à nos fins. Puis souvent, on est dans notre discipline, on est dans notre histoire, puis on pense que les choses doivent être absolument faites telles qu'elles ont toujours été faites. J'ai embauché des spécialistes en communication. Parce que ce que je voulais, c'est qu'ils aillent interroger Jean Coutu, qu'ils l'écoutent puis qu'ils posent les bonnes questions pour l'amener à avoir la plus grande pertinence possible pendant 24 heures devant 25 entrepreneurs. Fait que c'était pas un métier de pédagogue qui disent, bon, là, il faut structurer ça. Le fait que les gens avaient rien comme background en pédagogie, ça a été un bon atout. Parce qu'ils n'ont pas essayé de faire les choses comme à l'école. Parce qu'ils ont essayé de faire les choses différemment, puis il n'y avait pas d'outils, il y avait juste l'outil de la communication. Puis ultimement, c'est ça, enseigner, là, dans le fond, c'est de communiquer le message le plus pertinent possible. Bon. Donc, ça a été aussi un élément favorable. Bon, puis là, je peux vous en parler pendant 1000 ans, mais tout ça pour dire ça a eu un impact majeur. Et ça a été un succès d'exception, mais on avait le vent dans le dos. Un gros vent dans le dos. C'était facile. Pour ça, je vous raconte une belle histoire, là, mais on comprend que dans l'ensemble de vos milieux, vous n'avez pas l'ensemble de ces facteurs favorables-là. Et ce qu'il faut, dans le fond, là, c'est peut-être prendre les déterminants de ce succès-là, un par un, puis les adresser un par un. La question qui tue. Oui. Si je pose la question à Nathalie Riverain, Jean Coutu, Alain Bouchard, M. Dutil, qu'est-ce que vous me diriez pour repenser le collège du futur en tenant compte qu'on inclut l'entrepreneuriat?
Ben, écoute, c'est un chantier, là. C'est un énorme chantier parce que je reviendrai à mes quatre slides, là. Tu sais, je ferais là, ce serait la stratège en moi qui arriverait avec, voyons, les petits ronds, là. Oui, les 4... J'y arrive, là. Pas ça. Ça, c'est l'étape d'après, mais je commencerai par faire vraiment un vrai diagnostic de l'état du système au complet. Puis c'est un bon travail, mais c'est tout à fait réalisable parce que, bon, vous êtes déjà 22, là. Faire un état des lieux, après, faut prendre le taureau par les cornes, mais une étape à la fois, tu sais. On se trouve de l'argent dans le privé, premièrement, avec un projet, une vision. Ils n'ont pas besoin de détails tant que ça, les entrepreneurs. 3-4 pages avec une vision qu'on est capable de transformer le réseau collégial avec un plan de match. Je pense qu'il y en a qui embarquent. Après ça, tu trouves des champions dans toutes les régions ou bien dans toutes les cégeps. Puis là, tu leur dis, écoute, on a un projet, puis on va le rentrer tranquillement dans le projet. C'est-tu une direction? C'est-tu un enseignant qui est favorable? C'est-tu un conseiller pédagogique? Ça n'a pas d'importance. C'est qui le champion? Autant que c'est un champion, tu comprends? Qui a un leadership et qui est capable d'avancer avec l'entrepreneur. Après ça, on les outille pour faire, je sais pas, l'analyse de leur milieu. C'est-tu culturel, le frein? Mais si c'est culturel, il faut faire des communications, il faut faire de la sensibilisation, il faut convaincre, il faut repartir avec le chapeau du missionnaire. Mais c'est tout à fait réalisable. T'sais. Ça se mesure, la culture, on l'a fait. T'sais. On peut évaluer la température de l'eau de toutes les cégeps actuellement en entrepreneuriat. Êtes-vous favorable? Vous sentez-vous outillé? T'sais, avec les moyens techno, aujourd'hui, un sondage, ça prend... la semaine prochaine, on est capable de faire un sondage auprès de tous les enseignants et toutes les personnes clés au collégial pour avoir des données. Je suis une économiste à la base. Là. Après ça, les directions ont peut-être un travail à faire... là-dedans, là. Ou pas, là, tu sais, mais tu sais, si 23 cégeps, c'est qu'il en manque une couple, là, fait qu'ils sont où les autres, pourquoi ils sont pas là, on peut-tu les amener tout autour de la table, puis là, tu me dis qu'il y a des bonnes raisons, il y en a qui sont pas là parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je trouve que c'est une bonne raison, c'est-à-dire que c'est ça, c'est moyen, le problème, c'est pas la personne. Bon, avec ça serait... Il n'y a pas de problème insurmontable, là. Donc, c'est ça, diagnostic avec un plan de match quand même assez réaliste. Puis, Bon, on peut confirmer en tous les cas par l'expérience que les collèges qui vont le mieux en entrepreneuriat, qui sont rendus le plus loin, je nommerai personne, mais vous les connaissez, ils ont ces 4 facteurs-là très forts. Mais ils n'ont pas commencé comme ça. Il y a 4 ou 5 ans, des fois, on partait de très loin et on n'avait que quelques facteurs qui étaient présents. Et il a fallu travailler et développer tous ces facteurs-là pour qu'ils progressent ensemble. Et on est arrivé à une situation qui est bien meilleure aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, on est conscient de ça. Il y a du chemin à faire en pédagogie, il y a du chemin à faire dans les programmes, il y a du chemin à faire dans notre approche de l'apprentissage. L'apprentissage par l'action, c'est ce dont on parle ici. Le co-développement, le co-apprentissage. Alors, ce sont tous des termes qu'on va aborder dans les prochaines rencontres que nous allons organiser. Je pense que vraiment, Nathalie Riverain, tu as été très généreuse avec nous. Ça fait plus d'1h30 qu'on t'écoute, qu'on échange avec toi. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Merci.